français. J'essaierai des fois, quand je le peux, de parler notre langue. Voilà, comme j'ai dit, je maîtrise mieux le français. Déjà, je voudrais vous remercier pour cet accueil. Il me tardait d'avoir ce genre d'intervention où on peut parler les uns des autres, apprendre des uns des autres. Je ne viens pas ici en tant que professeur, vous en avez des très bons, je ne viens pas en tant qu'enseignant, je viens en tant que moi aussi étudiant, on est des éternels étudiants. On ne peut qu'apprendre à partir du moment où on le veut bien et on veut progresser dans le domaine qui est le nôtre, dans les domaines respectifs. Donc on va, Inch'Allah, je l'espère lors de cette intervention, tous bénéficier de ce sujet-là, des différentes interventions, puisqu'il va y avoir une interaction, vous allez pouvoir aussi vous parler, qu'on bénéficie d'une science utile, qui apporte quelque chose. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre, hein, et Inch'Allah, en s'écoutant les uns les autres, surtout que le sujet c'est la première fois que je le traite comme ça. Le sujet est intéressant, je pense. Le sujet est en même temps vaste. J'ai beaucoup écrit pour préparer la chose, mais en même temps, je pense que si j'avais... je pouvais écrire des tonnes là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire, puisque ça a été un grand succès national pour le pays. Et évidemment, nous sommes passés par beaucoup d'étapes. Donc déjà, je vous remercie encore pour cet accueil. Et je vais essayer d'être, Inch'Allah, à la hauteur des attentes. J'entends déjà des téléphones et des bruits, s'il vous plaît. Prenez le temps je ne suis pas dans une conférence de presse là, donc prenez le temps d'éteindre ça, le temps de ce moment-là. Et on profite aussi, on sort un petit peu du sujet, mais il y a des sujets des fois plus importants que d'autres. Présenter mes condoléances à notre ancien président de fédération, M. Laïd. Allah yarhamou, Allah yassir alayh. Il y en a qui le connaissent, peut-être il y en a qui ne le connaissent pas. Aussi apporter, comme nous tous, notre soutien à nos frères et notre peuple aussi palestinien, et plus précisément à Gaza. Rabbi yarhamna les shuhada, Rabbi jib shifa à tous les blessés. Inch'Allah, Rabbi jib nasara, la victoire, Inch'Allah, et que les choses se règlent plus rapidement. Donc voilà, on va rentrer directement dans notre sujet. Comme je l'ai dit, j'ai été prendre ça, je ne dis pas que je le connaissais, mais je suis en accord avec ce dicton d'un philosophe, Socrate, qui dit « Je ne peux rien vous apprendre, je ne peux que vous inciter à réfléchir », puisqu'en fait, dans ce métier qui est entraîneur, il y a certes des choses sur lesquelles vous allez passer comme ça dans des amphithéâtres, vous allez apprendre beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de théories, c'est incontournable, vous devez passer par là, vous devez être attentif, vous devez être patient, vous devez être passionné aussi, et après, ce qui fera de vous, parce que je sais, j'en ai déjà parlé avec mon frère, je sais qu'il y a déjà des entraîneurs ici, des entraîneurs adjoints de football, je parle de ma discipline précisément, qu'il y a des futurs entraîneurs, Inch'Allah, pourquoi pas dans cette salle le futur sélectionneur national, Allahu Alam. C'est tout le mal que je vous souhaite pour ceux qui veulent épouser cette carrière-là. Pourquoi pas, ça s'en rappellera dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Donc, moi, je vais vous donner certes certains points généraux sur lesquels
tout éducateur ou tout entraîneur doit pouvoir avoir, posséder. Et ensuite, je vais vous donner ma vision du travail, mes idées. Je vais être quand même assez vaste. Et mon chemin, finalement. Puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas de science exacte pour chacun entraîneur ou de profil type pour chacun entraîneur, mais chacun amènera dans sa carrière sa patte par rapport à son expérience, par rapport à son feeling, par rapport à sa vision qu'il peut avoir du football. Et c'est ça qui fera que vous serez un entraîneur singulier, un entraîneur qui aura sa propre vision du football, dans tout, dans sa philosophie, dans comment il veut mettre en place le football que l'on veut jouer. Donc il y aura ce chemin que chacun devra traverser seul. Donc je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vais mettre des lunettes parce que je ne vois plus trop. Je dis Tana, j'ai perdu mes cheveux, mais ma vue, bon, j'ai encore mon cerveau. C'est plus important. Jazer. Donc, je suis arrivé, nous sommes arrivés avec mon staff et moi-même dans une équipe nationale d'Algérie. J'ai obligé de revenir sur un contexte pour expliquer un petit peu l'évolution des choses, où nous étions évidemment en difficulté. Nous étions au classement FIFA CAF Zone Afrique, 14e au classement CAF. Je vous invite à aller vérifier ces informations plus tard, septembre 2018. Donc 14e au classement CAF. Imaginez-vous juste quelles peuvent être les 13 équipes au-dessus de nous en Afrique, quand on enlève le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, l'Égypte. Il y en a 4-5 et ensuite on tombe très vite dans des équipes un peu moins connues du continent pour sa qualité de football. Donc ça veut dire qu'on était très loin. Donc ça voulait dire qu'on n'était pas dans les meilleures conditions. Suite à ça aussi, il y a de 2014, qui est un point culminant de l'équipe nationale, puisqu'on a eu notre meilleur résultat sportif en Coupe du Monde. On est passé au second tour de cette Coupe du Monde, au 8e de finale, avec notre coach Vaïd Aliouzi. Et depuis 2014 à 2018, donc la date de mon arrivée, nous avions eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 coachs. 6 coachs en 6 ans, 6 sélectionneurs nationaux en 4 ans. Vous comprendrez que c'est énorme. C'est beaucoup d'instabilité, c'est beaucoup aussi d'échecs, parce que si on change d'entraîneur, c'est qu'on sait c'est dans une situation d'échec la plupart du temps. Quand vous voyez 6 entraîneurs en 4 ans, moi je suis là déjà depuis 5 ans et demi. Donc vous comprenez que ça fait beaucoup. Donc on se pose des questions et on se dit pourquoi nous sommes dans cette situation. On fait un 8e de finale de Coupe du Monde 2014, et puis de 2014 à 2018, c'est quasiment une traversée du désert. On se pose la question aussi pourquoi. Donc tout ce que je vous dis, évidemment, c'est une démarche personnelle, c'est une étude que j'ai menée avant de venir en sélection. On sort au premier tour de la Coupe d'Afrique 2017, ça va nous arriver aussi plus tard, mais c'est juste pour expliquer, on est sur la Coupe d'Afrique 2019, donc je parle tout ce qui est antérieur à 2019. On n'a pas de victoire, on a du mal à gagner en dehors de l'Algérie depuis, je pense, plus de 3 ans. En 2018, j'arrive, donc 3 ans auparavant, pendant 3 années, nous ne ramenons pas de points en dehors de l'Algérie, ce qui est vraiment problématique si on aspire à avoir des résultats et gagner des trophées. Donc, ce que je dis, d'où l'importance de trouver des réponses
si on a pour objectif, en venant dans cette équipe nationale, de remporter des titres. Et c'est ce qui était mon objectif. Il ne s'agissait pas de venir et d'être un coach de plus, rejoindre cette longue liste de coachs dont je viens de vous citer, des 6 coachs, que ce soit Vahid Halilhodžić, Gourcuff, le Serbe, c'était qui était venu, le Serbe, je ne me rappelle plus de son nom, Alcaraz, Madjer, Likens, donc tous ces entraîneurs, être un entraîneur de plus qui rentre dans cette mauvaise spirale de résultats négatifs. Donc, quelles sont les réponses à tout ce que je viens de citer au préalable? Voilà d'où part mon raisonnement, et il va falloir trouver des réponses. Donc, comme souvent, il y a eu un diagnostic qui devait être fait. Un diagnostic qui devait être fait et on devait trouver la réponse ou on va dire, la réponse à tous ces mots, ce mal au pluriel, à tous ces mots, et comment on allait pouvoir changer cette situation et devenir cette équipe qui allait être champion 2019, un an plus tard. Donc, les premières des s'il vous plaît. La première des choses, c'est que j'ai été joueur de l'équipe nationale d'Algérie. Et malgré toutes mes années de coaching avant d'arriver à la sélection, j'ai toujours observé l'équipe nationale, évidemment, en tant qu'Algérien, ça c'est sûr. Et en tant qu'ex-joueur de l'équipe nationale, j'ai toujours été intéressé, plus qu'intéressé, par l'évolution de notre équipe nationale. Donc, j'avais déjà une certaine forme d'analyse d'un point de vue jeu. Après, je ne connaissais pas l'intérieur de ce groupe-là, mais déjà d'un point de vue football, d'un point de vue purement football ou purement technique, j'avais déjà une vraie idée de la composante de l'équipe nationale, des joueurs, ce qui m'a beaucoup aidé et c'est avec ça que j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai estimé que pour faire ce diagnostic et savoir quelle est la vraie problématique de tous les points que je venais de citer, puisqu'on avait déjà cette intention d'aller gagner, c'était mon objectif, je vous l'ai dit, on a commencé par faire évidemment des réunions. Une réunion principalement qui pour moi a été capitale, avant même de parler de système tactique, avant même de parler de fond de jeu, de principe de jeu. C'est d'abord savoir quel était le mal profond de cette équipe nationale. Donc nous sommes passés par une vraie réunion où les choses ont été mises à plat, où j'ai fait ce que je ne fais pas, ce que je ne fais pas aujourd'hui, à savoir laisser plutôt parler les joueurs, les laisser intervenir, les laisser expliquer. Pour moi, il ne sert à rien d'aller parler déjà de philosophie, de principe de jeu, quand on ne sait même pas quel est le mal de cette équipe-là. On a pu changer, on le verra par la suite, certains éléments ou certains joueurs importants de cette équipe nationale, mais il était hors de question et pas possible, on n'a pas ce réservoir-là de toute manière. Et d'ailleurs, ça aurait été un gros gâchis, parce qu'on avait beaucoup de joueurs de qualité. Il était impossible de changer tout un groupe. Donc il fallait savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de ce groupe. Donc on a pris le temps de laisser s'exprimer ce groupe de joueurs. Et il s'est avéré qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je trouve que c'est une démarche, elle vous paraît peut-être quand je vous le dis comme ça, facile, simple, logique. Mais il semblerait que cette démarche-là n'avait jamais été faite de la manière dont elle a été faite, en tous les cas avec nous, à savoir, on a vraiment laissé parler les joueurs. De là, on est ressorti plein de choses. Donc, je vais vous les donner un petit peu, vous allez comprendre un petit peu, vous allez comprendre via ce qui est sorti de cette réunion, le mal-être, en tous les cas, de cette équipe nationale. Et pour moi, c'était essentiel
de crever l'abcès, d'aller savoir quel est le... Avant de se soigner, vous avez besoin de savoir quels sont les médicaments, quelle est la maladie que vous avez. Ensuite, on va vous donner les médicaments, on va vous donner le protocole ou le traitement adéquat pour soigner cette maladie. Donc déjà, j'avais par exemple dans ce groupe-là un véritable traumatisme collectif dû aux échecs respectifs. Je vous l'ai dit, on était 14e au classement FIFA, ça faisait depuis 2014 à 2018 où on allait d'échec en échec, d'instabilité d'entraîneur, voilà. Donc il y avait déjà un véritable traumatisme qui peut-être empêchait aux joueurs de se donner pleinement, de donner la meilleure version d'eux-mêmes. Donc ça s'est matérialisé par des mots. Les joueurs sont intervenus et ils ont expliqué ça. Ils ont montré à quel point ils étaient traumatisés, qu'ils avaient peut-être même peur. Qu'on a arrêté par exemple le stade du 5 juillet d'Al-Shah. Imaginez-vous pour des joueurs d'aller jouer d'Al-Shah, comment il est difficile. Rappelez-vous de ce match contre le Cap-Vert qui a été catastrophique, qui était à domicile. Se faire battre comme ça par cette équipe du Cap-Vert au 5 juillet où vraiment on a senti une équipe complètement désœuvrée, complètement, n'ayant pas peur des mots, cassée, d'où l'importance de traiter ça. Ensuite, il y avait ce sentiment dans ce groupe-là, sentiment de culpabilité, un sentiment de culpabilité vis-à-vis du peuple qui attendait des résultats, un sentiment de culpabilité vis-à-vis des familles, parce que n'oublions pas que quand les joueurs jouent, il y a toutes les familles qui sont attentives et qui attendent, j'imagine que vous l'avez été devant les matchs de l'équipe nationale, qui attendent des résultats, qui attendent de pouvoir jubiler. Et donc ces joueurs-là avaient ce sentiment de culpabilité. Certains avaient c'est tout ce qui est ressorti de cette réunion qui est pour moi la clé de pas mal de choses. Certains étaient déconnectés de l'importance de l'équipe nationale, qui ne savaient pas ce que représentait cette équipe nationale. Et donc si tu sais pas tout ça, tu n'as pas comment dire le plein c'est-à-dire, tu t'investissais pas comme il se devait. Il faut savoir ce qu'est l'histoire de cette équipe nationale, ce qu'elle représente pour le pays, ce qu'elle représente pour beaucoup de notre population, pour pouvoir se donner pleinement, ce qui n'était pas le cas. J'ai trouvé un groupe, via les interventions des uns et des autres, désunis, avec un énorme manque de solidarité. Il y avait même des ressentiments les uns des autres, les uns par rapport aux autres. Comment peut-on obtenir des résultats si on n'a pas cette énorme solidarité, énorme solidarité les uns avec les autres quand il s'agit de servir la nation. Il y avait même une partie de joueurs peut-être qui d'une certaine manière, plus ou moins, Qaoussine, contrôlaient un petit peu cette équipe nationale. D'un point de vue technique, pas de véritable fond de jeu, pas de véritable donc, identité de jeu, ce qui est d'une importance capitale pour toute équipe nationale. Je reviens sur un point qui est aussi pour moi essentiel. Pas l'investissement, je vais pas dire peu d'investissement, mais pas l'investissement adéquat, important que l'on doit avoir quand on vient rejoindre cette équipe nationale, parce que le continent, parce que l'Afrique, parce que la difficulté du football en Afrique, vous le connaissez, le climat, les terrains, les arbitres, c'est cette triplette qui est difficile. Voir, quand je vous ai dit que ça faisait pendant 3 ans qu'on n'était pas capable de ramener une victoire. Je pense que sur nos 8
8 ou 9 dernières sorties. On a 7 victoires, une défaite contre la Suède et ce match nul contre l'Égypte. Donc déjà, il y a une mentalité qui a changé. Donc pour moi, après avoir écouté tout ce monde-là, après avoir compris un petit peu les maux ou le mal de ce groupe-là, ça y est, il était important de trouver des solutions, parce que ce qu'on attend de moi, c'est évidemment les solutions. Mais cette démarche-là, elle était très importante, elle était indispensable pour ce qui allait être nos futurs résultats. Donc déjà, on a passé, je vous donne des éléments des précis, on a fait en sorte que ce groupe-là s'identifie pleinement à cette équipe nationale, s'identifie pleinement à ce pays. Vous le savez, il y a beaucoup de joueurs issus de, entre guillemets, issus de ce qu'on appelle les binationaux. Il y a toujours les termes sont toujours un petit peu durs. Des binationaux, je suis issu de ça, issu de cette immigration, quoi. Donc, c'est pas tout le monde qui a les tenants et les aboutissants de ce que représente cette équipe nationale. Donc, on les appelle souvent, on vient, on ramène notre sac, je vous l'ai fait grossièrement. Arriver, jouer en équipe nationale, et tu repars chez toi. Ou tu repars là d'où tu viens. Généralement, la majorité venait d'Europe. Donc, il était important aussi qu'ils sachent la valeur de cette sélection et son aspect unique et son histoire. Donc nous avons par exemple procédé en montrant un très beau magazine, un très beau reportage sur l'équipe du FLN avec des vraies images, parce que c'est ça qui parle à cette jeunesse, avec des vraies images de nos joueurs, de nos prédécesseurs, de nos vaillants prédécesseurs qui, à leur manière et via le football, ont aussi leur part de mérite dans notre évolution. Pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller vraiment découvrir ce qu'ont fait nos anciens joueurs, que ce soit Merloufi, Zitouni, pour ceux qui sont décédés, pour ceux qui sont encore en vie, ils ont fait des sacrifices extraordinaires. Et donc on a des images par rapport à ça. On voit par exemple quand ils sont tous quittés leur carrière énorme qui les attendait. Un Rachid Merloufi et un Zitouni devaient jouer la Coupe du Monde 1958 en Suède, je pense, avec l'équipe de France. Donc c'était des joueurs importants de l'Europe. C'était parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Un Zitouni était, pour parler, je pense, avec le Real Madrid, je ne sais pas si je ne me trompe pas dans les époques, mais je crois de Di Stefano, de la grande équipe, les grandes équipes du Real Madrid. Rachid Merloufi était un des meilleurs joueurs. J'ai eu un petit exemple, j'ai eu comme entraîneur adjoint un joueur qui a joué, un français, il s'appelle Georges Prost, qui a joué contre Rachid Merloufi. Il jouait à l'Olympique Lyonnais contre Rachid Merloufi qui jouait à Saint-Etienne. Donc c'était le derby. Et en plus, c'était son adversaire direct, puisque c'était. Il m'a dit, quand j'ai parlé de Rachid Merloufi avec lui, il m'a dit par exemple que c'était l'équivalent d'un Zidane aujourd'hui. Au moment où je lui parlais, c'était il y a 10-15 ans. Donc Zidane joue encore, je crois. Donc il me disait que c'était l'équivalent d'un Zidane, Rachid Merloufi. Donc c'était des joueurs d'une stature, d'un niveau extraordinaire, qui seraient rentrés dans la légende des grands joueurs du football mondial. Et bien ces gens-là ont tout lâché pour venir mettre en évidence cette cause, la cause algérienne, la révolution algérienne. Donc il est important de montrer à tous nos joueurs, leur dire voilà ce dont vous avez hérité. Ça c'est important, c'était pour moi crucial qu'ils comprennent ça. Donc les mots, et là je vous explique quelque chose, ça vous parle à certains, peut-être à d'autres ça parle moins. Et ben, par exemple, quand vous voyez les images, on voit vraiment des vraies belles images en noir et blanc. C'est un soir, par exemple, je vous donne juste ce petit détail qui n'en est pas un en fait. Un soir, ils se sont organisés pour que tous ces joueurs, ils étaient à peu près une quinzaine, une vingtaine, hein, je vous ai sorti les noms les plus marquants, mais ils étaient une quinzaine, une vingtaine. Je ne voudrais pas les oublier. Un soir, ils se sont tous mis d'accord pour partir après une journée de championnat de France. Tous ont pris différents trajets pour tous se rejoindre en Tunisie. Donc c'est comme une sorte de belle échappée comme ça, avec énormément de prise de risque. Et donc, quand on voit ces images-là et qu'on voit les sacrifices qu'ils ont faits, aujourd'hui, quand tu réalises ça, tu ne vois plus l'équipe nationale de la même manière. Et donc, ton investissement devient obligatoirement différent pour ceux qui veulent encore rester dans ce groupe-là.
parce que vous allez comprendre qu'après, l'idée c'était de construire un groupe, bâtir un groupe solidaire, homogène, qui tire dans le même sens, qui ont compris là où on veut aller, et là où on voulait aller, c'était la victoire. Là où on voulait aller, c'était ramener un trophée. On l'a dit notamment dans nos premières interventions, dans nos premières conférences de presse. On m'a même fait passer pour un fou. Bon, c'était un peu de la folie d'annoncer qu'on va aller gagner une Coupe d'Afrique quand on n'en a jamais gagné à l'extérieur du pays. On en avait gagné en 1990. Et là, on parlait comment allons gagner une Coupe d'Afrique à l'extérieur du pays quand on n'arrivait pas à gagner un match à l'extérieur du pays. Donc ça aussi, ça faisait partie d'une stratégie. Cette stratégie, elle avait un lien avec... elle était peut-être un peu risquée. C'était peut-être mettre un peu trop de pression sur nos épaules, me mettre de la pression déjà à moi, puisque j'annonce quelque chose que l'on n'a jamais fait. Mais c'était une manière de dire aux gars, à partir de maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, on va penser différemment. On ne va pas penser à essayer de gagner, à battre les Seychelles, avec tout le respect que j'ai pour eux, à l'extérieur. Et Inch'Allah, non, à partir de maintenant, on va aller dans un autre pays qui n'est pas le nôtre, et on va aller remporter une Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, j'ai la prétention de pouvoir parler comme ça peut paraître prétentieux, mais c'est ce qu'on a annoncé au moment où on était 14e au classement CAF. À ma première conférence de presse, je vous invite à aller là-bas. Donc instaurer cette culture de la victoire. Mettre ça dans les mentalités, mettre ça dans les états d'esprit, et dire qu'à partir de maintenant, ça va être autre chose. Chaque match va être pris avec, le maximum d'investissement, de concentration à tous les niveaux. Alors il y a ceux qui ont compris ce message, il y a ceux qui ont été sensibles à ce message, et il y a ceux qui ne l'ont pas, et à ceux, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y en a, ils n'ont pas compris, il y en a, n'ont pas adhéré, ils n'ont pas été sensibles à tout ça, ils se sont exclus naturellement, j'ai envie de dire. Et voilà que les choses se réorganisent, voilà qu'on insuffle un sang nouveau, où on laisse maintenant apparaître, où les cartes sont redistribuées. Je vous ai dit qu'avec cette équipe-là avant, avait été d'une certaine manière pris en otage par certains des cadres qui s'estimaient être, c'est nous les propriétaires quasiment de cette équipe nationale, sans même donner de résultats, sans même... donc ça c'était fini, ça on avait cassé ce fonctionnement-là, et on a permis à des joueurs de se dire voilà, maintenant c'est possible, maintenant on va être jugé en fonction de nos performances, que ce soit en club et quand on en aura l'opportunité en équipe nationale. Donc il y a eu l'avènement de certains joueurs qui ont eu une importance considérable dans ce résultat de 2019. Je vais citer des joueurs pour que vous ayez une idée claire de ce que je raconte. Des Youssef Belaïli. هذا المشاهدين نكتفي بهذا القدر من ورشة العمل الذي قد